Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Écotrophélia. Je reçois aujourd'hui Marie Epp de In Extremis. Bonjour Marie. Bonjour Julien. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ce qu'est In Extremis? Oui, et bien du coup je suis Marie, j'ai 29 ans, je suis originaire de Nancy et je suis ingénieure agroalimentaire issue d'Oniris, de la promo 2018, et j'ai créé In Extremis en 2020 officiellement, mais je me suis lancée dès la fin de mes études, avec comme ambition de démocratiser l'alimentation saine et durable. Comment en luttant contre le gaspillage d'un côté et en luttant contre la malbouffe de l'autre. Aujourd'hui on développe des produits qui sont vraiment sains et qui lutte contre le gaspillage alimentaire puisqu'on valorise des pertes et des coproduits issus de la filière agroalimentaire. D'accord, donc tu as présenté avec ce projet qui s'appelait peut-être pas In Extremis à ce moment-là? J'ai pas présenté In Extremis et ni le projet en lui-même. Ah d'accord, J'ai présenté un projet qui lutte contre le gaspillage alimentaire, mais c'était pas du tout un des produits qu'on fait aujourd'hui chez In Extremis. d'accord. Et c'était quoi du coup le produit pour le concours? C'était le produit Morphée. C'était une bouchée gourmande qui luttait contre les réveils nocturnes. On avait allié tous des ingrédients qui s'étaient beaucoup occupés comment dire, du process d'endormissement avec l'hormone du sommeil, voilà, etc. Et du coup, on avait rassemblé tous les ingrédients qui étaient riches en tryptophane, en sérotonine, en mélatonine. Et on en avait fait une petite bouchée qui ressemblait un peu, enfin c'était à prendre à la place d'un carré de chocolat ou d'un Ferrero Rocher le soir avant d'aller se coucher. D'accord. Et on avait un biscuit en base qui était à partir de drèches de brasserie. Et c'est ça le lien un petit peu avec In Extremis, c'était qu'on avait un biscuit qui était déjà avec un coproduit de la filière agroalimentaire. Et c'est sur ça que moi j'ai voulu m'engager ensuite à la fin de mes études. Ah oui, donc tu as conservé cette thématique qui pour toi était importante de lutte contre le gaspillage alimentaire, mais avec une autre idée, une autre C'est ça, innovation. ouais, c'est ça. Ok, ah, c'est intéressant. Donc c'était en 2018 pour l'école Oneris et tu avais gagné le trophée de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc c'était vraiment dans le thème, quoi. Ouais, exactement. Bah, effectivement, en fait, avec notre filière de revalorisation des drèches de brasserie nantaise, et ben, on avait une grosse démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire et c'est ce qui nous avait permis d'obtenir ce trophée-là qui avait été remis à l'époque, je crois, par le ministère de l'Agriculture. Drèches de brasserie qui sont quoi? Qui sont les résidus issus de la fabrication de la bière. En fait, c'est tous les céréales qu'on mélange avec de l'eau et qu'on laisse fermenter pour fabriquer la bière. Une fois qu'en fait, on garde que le liquide pour en fabriquer de la bière et pas les résidus solides. Et c'est ces résidus solides qui sont riches en fibres et intéressants nutritionnellement, de par la fermentation également, et qui sont très peu utilisés en alimentation humaine, beaucoup en alimentation animale. Et c'est ce qu'on avait décidé de revaloriser. Aujourd'hui avec In Extremis, donc là tu es toujours sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais là l'idée c'est de recycler, de revaloriser des invendus de pain. C'est ça? Et alors oui, au début c'était ça et pas que finalement. Je me suis lancée avec la fabrication de biscuits composés de poudre de pain, donc de pain qui était écarté de la chaîne alimentaire à cause de défauts d'apparence et de problèmes de calibre. En fait, on connaît surtout ça dans le comment dire, on connaît surtout ça dans le marché des fruits et légumes, les fruits et légumes moches, etc. Ça Mhm. existe aussi dans d'autres filières, et notamment la filière du pain. À cause de la fermentation, un pain aura moins levé, une mauvaise scarification, des pains qui auront pris des formes un petit peu biscornues. C'est écarté parce que ça ne répond pas au cahier des charges du client. Et du coup, nous, on les revalorise, on les sèche, on les broie en poudre comme de la chapelure, et on réutilise cette chapelure comme substitut partiel à la farine dans la fabrication de nos biscuits. Mais ce n'est pas la seule matière qu'on revalorise. On revalorise aussi le son de blé, donc issu de la fabrication de la farine de blé, le marc de pomme issu de la fabrication du cidre ou du jus de pomme, l'écosse de cacao issue de la fabrication du chocolat, et puis plus récemment les tourteaux de noisettes issus de la fabrication de l'huile de noisette. Le leitmotiv est toujours celui-là, quoi, réutiliser. Oui, c'est ça. En Euh, fait, aujourd'hui, du coup, on a deux gammes de biscuits, une pour le petit-déj, une pour l'apéritif. Et dans nos gammes de biscuits, on a au moins 30% d'ingrédients revalorisés. Et dans notre gamme d'infusions, parce qu'on fait des infusions et c'est là qu'on revalorise le marc de pomme et l'écosse de cacao, là, on est plus à. On a une recette à 35% d'ingrédients revalorisés et l'autre à 74%. C'est vrai que, en fait,
on a 2 arguments vraiment, c'est le côté sain et c'est ce pourquoi nos clients nous rachètent. L'aspect santé est ultra important pour eux et en fait, pour nous, enfin, en tout cas pour moi, quand j'ai créé, je dis nous parce que maintenant on est plusieurs, mais moi, quand j'ai créé au départ, c'était impossible de développer des produits qui n'étaient pas faits dans le respect de notre environnement et en préservation de notre planète. Et du coup, en fait, c'était bah, logique pour moi d'essayer de revaloriser des ingrédients déjà existants plutôt qu'utiliser des ressources neuves, quoi. Oui, donc tu parles, tu dis nous, donc parce que tu as créé donc ton entreprise et aujourd'hui vous êtes combien? Alors aujourd'hui, on est 6. D'accord. Maxime m'a rejoint en tant qu'associé fin 2022. Donc on se répartit très bien les rôles, on est plutôt complémentaires. Moi, je reste sur le développement produit, le marketing et la communication et Maxime, lui, plutôt sur tout ce qui est gestion d'entreprise, commerce et finance. Et on a 3 personnes en alternance, sur du développement commercial ou du marketing et une personne qui m'accompagne en stage sur le développement produit, qualité, et logistique. Et vos produits sont distribués où? Alors on est distribué en réseau spécialisé, donc magasin bio, un petit peu D'accord. épicerie vrac et notre boutique en ligne. Pour le moment, on est surtout référencé à l'échelle régionale, donc dans le Grand Est, là où on est basé, et on est en train d'échanger avec plusieurs enseignes nationales pour des référencements à plus grande échelle au niveau national, sur Paris aussi également, etc. Donc tu t'inscris dans les produits, dans la transformation des produits bio, c'est ça? Ouais, c'est ça, Vous êtes oui. complètement certifié bio, 100%? Oui, et ça a dû nécessiter la création de la filière de revalorisation de pain en bio, qui n'existait pas à l'époque quand j'ai commencé à y réfléchir en 2018. Et donc, j'ai lancé en 2020 sans être certifiée bio et en créant la filière de revalorisation avec certains partenaires, trouver des boulangeries qui faisaient face à du gaspillage en étant bio et qui répondaient à notre cahier des charges. Et donc, finalement, la filière, on a réussi à la faire certifier depuis 2022. Donc, on est bio depuis bientôt 2 ans. Et pour toi, c'est important ça? Ça nous permettait d'aller au bout de notre démarche et d'être 100% cohérent. Donc oui, c'était vraiment important. En fait, on proclame une alimentation saine et durable. Et en fait, pour moi, manger sain, c'est aussi manger bio. Et manger durable, c'est aussi manger bio. Donc finalement, le bio était ouais, la suite logique et qui nous permettait d'aller vraiment au bout de la démarche. Finalement, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, mais pas avec le projet de l'écotrophilia, même si le concept et l'envie de travailler sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est quand même ça qui a été le fil directeur et le leitmotiv. Oui, c'est ça. En fait, moi, je suis allée en école d'ingénieur agroalimentaire en connaissant Ecotrophilia et en ayant très, très envie d'y participer parce que j'avais déjà un petit peu en tête cette envie d'entreprendre. Alors, plutôt sur le côté proposer des produits sains et des produits issus de filières agricoles françaises, parce qu'en fait, j'en avais marre de voir dans les rayons des produits pas sains, bourrés d'additifs et qui venaient de l'autre bout du monde. Et ensuite, en fait, pendant mes études, du coup, je me suis rendu compte de ce qu'était le gaspillage, ce que j'appelle la face cachée du gaspillage alimentaire, donc qui intervient en amont de la commercialisation. Et du coup, c'est ce qui m'a amené à participer à Ecotrophilia. Et en fait, on a participé à Ecotrophilia avec la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et on avait plutôt un enjeu ensuite derrière qui était plutôt sur l'aspect santé, autour du sommeil, etc. Que j'ai adoré faire, mais qui correspondait moins à mes envies, moi, profondes, en fait, et mes convictions personnelles. Et c'est pour ça que et aussi parce qu'en fait, j'étais tout seul. Parfois, on voit que les projets Ecotrophilia se poursuivent en groupe, etc. Moi, j'étais la seule à vouloir entreprendre à l'issue d'Ecotrophilia. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais entreprendre selon mes convictions. Je vais essayer d'allier mes convictions personnelles et mes compétences pro. Et du coup, j'ai gardé le côté anti-gaspi qui me parlait beaucoup de par mes valeurs. Et puis, j'y ai apporté du coup l'aspect sain, équilibré, nutrition. Et puis l'aspect filière française, parce qu'aujourd'hui, nos biscuits, ils sont composés à plus de 80% d'ingrédients français. C'est quelque chose qui reste très important pour une extremis. Tu disais que tu connaissais déjà Ecotrophilia avant d'entrer en école d'ingénieur. Oui. Ça représentait quoi pour toi, du coup, ce concours Euh, et je crois que, comme je le disais, j'avais vraiment envie d'entreprendre. Enfin, j'avais quelque chose qui me guidait vers l'entrepreneuriat. Je sais que j'allais pas rentrer dans les cases. Je sais que ça allait être trop compliqué pour moi de devoir faire des concessions sur mes valeurs et mes convictions dans une boîte, finalement. Et du coup, je regardais déjà un petit peu les nouvelles petites entreprises qui se créent, les startups, etc. Et c'est quelque chose qui me parlait beaucoup.
Et à cette époque-là, je me disais que participer avec Eutrophilia, ça me permettrait de mettre un pied dans l'entrepreneuriat, de découvrir un petit peu vraiment l'envers du décor, parce que j'avais déjà, je pense, en tête le fait que c'était pas toujours tout rose et que c'était pas que ce qu'on lisait dans les articles ou dans les magazines ou ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'avais envie de découvrir ça pour de vrai, et c'était l'occasion de mettre un pied dans l'entrepreneuriat, mais pour de faux, entre guillemets, et de Mhm. découvrir ça d'une certaine manière. Ouais, pour moi, cette école d'ingénieur, c'était à tout prix participer avec Eutrophilia en dernière année. Et quel souvenir tu gardes de ta participation au concours? C'était incroyable. Je crois que j'en tire surtout l'aspect humain. On était 5, du coup, que je me trompe pas. Non, on était 6, on était 5 de l'école d'ingé et une personne de l'école de design de Nantes. Et c'était de très très bons souvenirs. Je me souviens que c'était quand même un travail assez fou, surtout la dernière. Je crois que mes souvenirs se résument quand même plutôt à la participation au concours national sur place, et pas. Enfin, je garde des souvenirs de toute la préparation en amont, les analyses sensorielles. Moi, j'étais plus sur la partie formulation, donc toute la création du projet en soi. Mais mes meilleurs souvenirs, c'est vraiment sur la semaine. Ça nous avait fait. Enfin, la présentation nous avait permis de prendre beaucoup de recul sur tout le travail qu'on avait accompli pendant 6 mois. On a vu des Mhm. retours de professionnels qui nous avaient vraiment permis de prendre du recul, de se rendre compte de choses sur lesquelles on ne s'était pas rendu compte alors qu'on y avait travaillé beaucoup. Euh, et, euh, et puis, je crois que ça m'a confirmé que j'avais envie d'entreprendre aussi. Est-ce que d'avoir rencontré des professionnels lors de ce concours, d'avoir gagné un trophée, ça t'a donné, ça t'a ouvert des portes? En fait, ça m'a permis d'y croire dans le sens où en 2018, c'est encore ultra novateur de développer un produit dans une démarche anti-gaspi. Et je mets anti-gaspi entre guillemets parce que on est sur de la revalorisation, on n'est pas sur un panier de fruits et légumes moches, on n'est pas juste sur de la vente. Enfin, par exemple, un panier Too Good To Go, on va vendre le produit tel quel. Sur un Mhm. produit, un biscuit in extremis, on va redonner de la valeur au pain qui ne peut pas être vendu. Donc en fait, il y a du développement produit, il y a de la création de valeur. Et donc ça, l'upcycling en anglais était peu connu en 2018. Et du coup, le fait que ça avait suscité le prix de la lutte contre le gaspillage alimentaire, qu'il y avait des professionnels que ça intéressait, etc., ça m'avait confirmé qu'en tout cas, il y avait un marché porteur qui était encore très niche et à ses débuts, mais qui était un petit peu le futur. Et après, mine de rien, si, ça m'a quand même ouvert des portes sur le réseau des autres entrepreneurs issus d'Ecotrophelia. J'ai gardé des très bons liens avec tous les professeurs, que ce soit de l'IRIS, mais aussi de l'ENSAIA, puisque je suis à Nancy en ce moment. Est-ce qu'il y a eu un regret à un moment de ne pas être allé directement avec ce produit-là dans ton cours? Non, j'aime pas dire que je. Non, j'ai pas envie d'avoir des regrets. Peut-être que ça m'aurait permis de gagner un peu de temps. Mhm. Et quand on sait que je me suis lancée en 2020, on a obtenu la certification bio en 2022, au moment où le bio a cessé de croître. Ouais. C'est sûr que si on avait quelques années d'avance, ça nous aurait permis de nous développer davantage. Donc, c'est peut-être entre guillemets le seul regret, mais c'est pas vraiment un regret parce qu'en fait, j'aurais appris d'une certaine manière, et les choses que j'ai appris en faisant le projet Morphée pendant Ecotrophelia, ça m'a quand même appris des leçons que je n'ai pas reproduit ensuite derrière pour créer une extrémiste. Mm. Donc mis bout à bout, non, je crois pas que j'ai de regrets. C'est vrai que la filière bio en ce moment est en difficulté avec des préoccupations autour du pouvoir d'achat, beaucoup chez les consommateurs. Ouais, Euh, 2022 et 2023 ont été très très difficiles. On sent quelques points positifs début 2024, mais ça reste, c'est pas la croissance qu'il y a eu ouais, les 10 dernières années avant ouais. 2023. Toi, tu gardes confiance dans l'avenir de cette filière bio? Oui, à certaines conditions. Je pense qu'il faut qu'elle se redynamise pour regagner de la légitimité. Tout simplement, pourquoi? C'est qu'en fait, aujourd'hui, alors j'ai lu des chiffres il y a quelques temps, je ne sais plus, je crois qu'il y a 34% des consommateurs qui croient au label bio, contre 78 qui croient au label sans résidus de pesticides. Et en fait, je pense que si on compare C'est incroyable. au label HVE, c'est la même chose. Alors que si on regarde vraiment les faits, les,
les conditions de traitement des produits sont pas du tout les mêmes. Mm. Et du coup, ça pose question en fait sur oui, la légitimité du label bio et ce que les consommateurs pensent. Et en fait, aujourd'hui, un produit HVE ou sans résidus de pesticides est beaucoup moins cher qu'un produit bio. Les consommateurs vont acheter ces produits-là en pensant que c'est la même qualité, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, et il faut qu'on communique pour redorer l'image du bio. Il faut qu'on le remodernise parce qu'aujourd'hui, les acheteurs des magasins bio, ça reste des acheteurs plutôt anciens et qui en plus, du coup, ont de l'argent parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un sujet quand même d'argent. Donc, il faut ramener des consommateurs jeunes vers le bio en étant authentique, transparent, en partageant les valeurs, les coulisses. Et ça, c'est ultra important pour moi, je pense, pour que le bio ait un second souffle dans les années à venir, quoi. Les valeurs qu'on essaie de mettre, enfin les valeurs qu'on met en avant dans Ecotrophelia aujourd'hui, c'est des produits bons pour la santé, bons pour la planète, bons pour la société. On a parlé un petit peu de cette question du pouvoir d'achat et de l'accessibilité des produits. Pour toi, c'est une dimension importante dans l'innovation alimentaire, ça, cette accessibilité et ce souci d'être bon pour la société? Oui, parce que pour moi, on ne devrait pas... en fait, l'alimentation saine et durable devrait pouvoir être accessible à tout le monde. Et je pense qu'au fond, elle l'est. Si on est capable de savoir, enfin, si on sait cuisiner et qu'on prend le temps de cuisiner, en prenant des produits bruts, il y a moyen en fait, d'en avoir pour pas trop cher ou de manière que le budget alimentaire ne représente pas quelque chose d'énorme. Après, il y a un sujet aussi au niveau de ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le budget alimentaire, comparé à les années 1960, j'ai plus les chiffres, mais en fait, il a beaucoup, beaucoup diminué. Et en fait, la priorité n'est plus faite à l'alimentation comme c'était le cas avant. Et en fait, les budgets des foyers vont vers d'autres choses comme les loisirs, le voyage, qui étaient moins présents avant. Donc en fait, c'est aussi une question de priorité de la part des consommateurs. Et par contre, de la part des entreprises, nous, en tant que jeune entreprise, par exemple, nos biscuits sont proposés dans le marché, mais plutôt dans le plus premium. Pas du tout au prix d'une marque distributeur, mais plutôt au prix d'une marque nationale. Et en fait, pour pouvoir proposer moins cher, il nous faut pouvoir faire du volume. Et pour pouvoir faire du volume, il nous faut pouvoir être visible, être connu. Et ça, quand on est une petite marque, en fait, on n'a pas les moyens marketing pour faire de la pub et être connu comme le sont les grandes marques nationales. Et puis après, on fait le choix d'ingrédients de qualité, d'ingrédients français. Et quand on fait le choix d'ingrédients français, par exemple, nous, on fait le choix d'origan français parce qu'il y a de l'origan français. D'oignons français parce qu'il y a de l'oignon français. Notre oignon, on le paye entre 20 et 25 euros du kilo. Si on le prend en Égypte, on le paye entre 5 et 7. Donc en fait, on est un peu entre les fesses entre deux chaises, si je peux me permettre l'expression. C'est que est-ce qu'on choisit un emballage qui est recyclable et qui va être bon pour la planète, mais qui nous coûte plus cher, ou est-ce qu'on choisit un emballage qui conserve bien nos biscuits, mais qui est pas très bon pour la planète, qui va pas être bien recyclable, mais par contre qui va nous coûter moins cher et qui va nous permettre de vendre nos biscuits moins cher. Donc c'est des questions il faut savoir faire des concessions, il faut savoir faire les bonnes concessions pour que derrière ça puisse être accessible pour tout le monde, mais surtout qu'en fait ça permette la bonne santé et nous consommateurs et notre planète, quoi. Pour les 25 ans du concours, on a sorti un petit slogan qui tient en 3 verbes d'action, qui sont secouer, réunir et réparer. Est-ce que toi, ce triptyque, est-ce que ça t'inspire, ça te fait penser à quoi? Alors attends, tu m'as dit secouer? Secouer, réunir, réparer. Secouer, réunir, réparer, oui, ça me parle beaucoup. Réparer, nous, avec In Extremis, on répare. En tout cas, on réutilise et on revalorise. Donc, l'histoire d'économie circulaire et de redonner une seconde vie, ça me parle beaucoup. Réunir, c'est des choses qu'on essaye de faire aussi parce qu'en fait, on essaye de réunir l'alimentation saine et l'alimentation durable dans un seul et même produit qui, en plus de ça, soit bon et gourmand. Donc ça, je pense que c'est important sur l'aspect juste les valeurs et ce que défend le produit en termes
en termes d'engagement, de réunir les valeurs qui sont pour moi totalement compatibles et indispensables d'être réunies, que ce soit l'environnement, la société et la santé, mais aussi réunir du coup les gens autour de l'alimentation, parce qu'en fait on les a perdus un petit peu avec l'industrialisation, je trouve. Et secouer, c'est aussi un petit peu ce qu'on fait en essayant de démocratiser, de sensibiliser autour de la démarche anti-gaspi, de l'alimentation saine. On partage beaucoup de contenu sur nos réseaux sociaux et c'est quelque chose qui est ultra important aujourd'hui. On en a encore parlé juste avant, mais il y a beaucoup de méconnaissances ou de mauvaises informations qui sont communiquées. Et en fait, pour moi, secouer, c'est aussi ça, c'est donner les bonnes informations, sensibiliser, éduquer le consommateur à l'alimentation, quoi. Si tu avais un message, un conseil à donner aux étudiantes et aux étudiants qui participeront cette année au concours. De ne pas se mettre de limites, de ne pas se mettre de barrières, de croire en ce qu'ils ont fait, parce qu'en fait, ils ont travaillé dur, donc il faut qu'ils croient en leurs produits, en leurs projets et aux valeurs qu'ils vont défendre. Et sans aucun doute, ce doit être de beaux projets et que j'ai hâte d'ailleurs de découvrir parce que tous les ans, je regarde avec grande curiosité les nouveaux projets, les nouvelles idées qui sont toujours plus innovantes les unes que les autres. Bah, très bien. Merci beaucoup Eh ben, merci à toi. et à bientôt. Au revoir. À bientôt.